CAI, Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être reçus par Déborah du refuge des oubliés à Mimizan. Alors Déborah, est-ce que tu peux expliquer aux auditrices et aux auditeurs le parcours en fait et l'origine de la création de ce refuge? Oui, bonjour Astrid. Donc je me présente, je suis Déborah Di Pogno, la fondatrice et présidente de l'association Les Oubliés du Monde. Donc pour ma part, au niveau du parcours, moi quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir un refuge pour animaux. Et donc je disais à mes parents qu'un jour je serais grande et riche et que j'aurais un refuge pour animaux. Ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais été grande, j'ai jamais été riche. Mais j'ai fini par avoir Riche un... d'expérience en tout cas. Riche d'expérience, ouais. Mais j'ai fini par avoir un refuge pour animaux, alors que j'étais pas du tout partie dans cette voie-là, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout vu comme un métier, en fait, tout simplement. Donc moi, il m'a fallu atteindre la vingtaine pour en fait pouvoir accéder à mon rêve entre guillemets, c'est-à-dire que tout est parti d'un voyage où j'ai atterri en Espagne et où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de misère animale et donc j'ai commencé comme bénévole dans un refuge alors qu'à côté je faisais un travail de coiffeuse et donc je venais d'être maman aussi et puis bah, dans le temps j'ai décidé de changer complètement de vie. Et donc j'ai monté quelques temps après une association en revenant ici, donc qui s'appelle l'association Les Oubliés du Monde. Donc ça c'était en 2016. Et puis en 2019, j'ai eu la chance de pouvoir signer le terrain où je suis actuellement. Et pendant un an, on a effectué énormément de travaux et on a réussi à lever de sous terre ce refuge qui accueille maintenant des animaux et qui a pu ouvrir en 2020. Et depuis 2020, combien d'animaux ont eu la chance du coup d'être sauvés et d'avoir pu trouver une nouvelle famille? On est à plus de 800 animaux déjà. Waouh, magnifique, hein. Ouais, 800. 800, ouais. Oh, c'est magnifique, hein. Bravo, quel incroyable travail Mm. réalisé. C'est assez fantastique, hein. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur comment ça se passe en fait en termes de prise en charge par rapport aux sauvetages qui peuvent être effectués pour des raisons donc, d'abandon et maltraitance, hein, puisque malheureusement en France, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, c'est le pays où il y a le plus d'animaux abandonnés, soit à peu près, bon, on n'a pas vraiment de chiffre, mais 300 000, à peu près un animal toutes les 2 minutes qui est abandonné. Comment ça se passe en fait sur cette partie-là, toi en termes de prise en charge, qui fait appel à toi et voilà. Ok. Au niveau de la prise en charge, en fait, on en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir les animaux errants qui vont d'abord rentrer ici en fourrière, faire un délai de 10 jours. Au bout de 10 jours, si on ne retrouve pas les propriétaires, bah, ça va basculer en fait sur une prise en charge définitive. Donc ça, c'est les premiers cas qu'on peut avoir. Après, on a les abandons volontaires où les gens viennent ici abandonner leurs animaux. Au préalable, ils remplissent un formulaire pour certains et pour d'autres, bah, on en a qui arrivent directement au portail et avec des grosses urgences où ils ne peuvent plus garder leurs animaux. Et après, le troisième cas de figure, ça va être tout ce qui est retrait de maltraitance, où en fait on intervient directement sur des signalements d'animaux qui sont en détresse. Et donc bah, on les récupère et on les accueille au refuge pour les soigner et après leur retrouver une famille. On peut être également aussi appelé sur bah, des animaux qui sont jetés dans des containers, attachés en forêt. Voilà. Ça peut arriver aussi. Et alors concernant donc la partie abandon, du coup, c'est la période estivale, la période des vacances, ou est-ce qu'il y a une période ou bien une récurrence en fait de motifs, si je peux dire, d'abandon par rapport Mm. à ton retour d'expérience depuis 2020? On en a toute l'année. Après, on le voit avant chaque période de vacances scolaires en réalité. D'accord. Donc, je vois que souvent à la télé, ils en parlent l'été, les abandons d'été, mais en réalité, on a les abandons toute l'année en fait, hein. Mais c'est souvent avant les périodes de vacances scolaires quand les gens doivent partir ou ils abandonnent leurs animaux. On a aussi un pic qui est assez élevé juste après les fêtes D'accord. de Noël, puisque les gens offrent des animaux, sauf que bah, ce n'est pas un cadeau et que des fois ce n'est pas voulu. Et donc c'est là où on peut se retrouver avec un pic aussi d'abandon. Sachant que finalement, on retrouve souvent les mêmes motifs d'abandon. Ça va être... alors, très peu de fois, on nous dit la vérité. Hein, faut le savoir déjà. Mhm. Donc avec l'expérience, maintenant, j'arrive à savoir si on est en train de me dire la vérité ou si on me ment. Mais on a toujours les mêmes excuses qui ressortent. Ça va être les allergies, le déménagement, les problèmes financiers, voilà. Des C'est séparations. séparation aussi, ouais. Voilà, ça va être les cas qui vont ressortir, les mutations, alors qu'en réalité, c'est pas le cas du tout, hein. Ça nous arrive de prendre des animaux en charge où on nous a parlé de mutations et au final, ils sont pas du tout mutés et on les recroise dans la rue, quoi, entre guillemets. Voilà, donc on a des motifs qui reviennent assez régulièrement, mais qui sont pour autant, dans plus de la moitié des cas, pas vrais, en fait, hein. D'accord. Voilà. Donc, alors,
enfin, d'après toi, en fait, avec ton regard de professionnel, quelles seraient les solutions? Parce qu'on est dans une situation en France qui est comparable à un véritable fléau, hein, on ne peut pas dire autrement. Avec ton recul d'expérience, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Bon, après, ça relève de l'État, de tout plein de choses, mais pour réduire en fait le nombre d'abandons, est-ce que c'est quoi? C'est mettre davantage de pensions en place? Est-ce que c'est pour autoriser, enfin, faire en sorte que les gens soient mieux formés, mieux informés par rapport au choix de la race, par rapport à... Je pense C'est que multifactoriel. Oui, je pense que ça peut rentrer en compte le fait de mieux renseigner les gens, mais je pense qu'on restera quand même sur ce même cas, c'est-à-dire qu'on aura beau renseigner, par exemple, on l'a vu pendant une grosse période, tous les chiens qui étaient très jolis physiquement, comme Mm. les huskies, Là, c'est la mode des les Malinois borders, voilà, maintenant, les là, voilà. malinois et tout ça. Donc on aura beau informer les gens, ils vont prendre l'animal tout petit, tout mignon. Et c'est quand il va grandir que là, ça commence à poser problème. Je pense que renseigner les gens, oui, mais est-ce que ça serait efficace? Je suis pas sûre. Moi, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse avoir des textes de loi qui durcissent en fait les conditions au jour d'aujourd'hui, parce que on se retrouve finalement avec des gens qui peuvent un petit peu tout faire avec les animaux et qui ne seront pas sanctionnés. Comme dans le Donc cas de maltraitance, comme tu évoquais voilà, tout à l'heure, ouais. c'est ça, on a plusieurs cas de maltraitance où on va déposer des plaintes et on n'aura jamais de retour, ça sera classé sans suite et ça sera des animaux qu'on ne pourra pas sauver parce qu'ils ne s'attarderont pas sur le cas et que pour eux ce ne sera pas quelque chose d'important. Tout comme des gens qui vont venir abandonner le chien en pleine nuit au refuge, on a les informations, on va déposer plainte contre la personne et ça va être classé sans suite. Donc tant qu'on ne sera pas assez soutenu et que tout ne sera pas durci, on pourra pas faire de miracle. Ouais, tu citais précédemment l'exemple de la Suisse qui était voilà, Ouais, assez rigoureuse par rapport à ça, et du coup, tout à le fait. nombre d'abandons, enfin, tout était bien structuré. Tout est très très bien structuré puisque en Suisse, pour adopter un animal, il faut que ils passent une formation, ils ont des charges à payer sur l'animal, ils sont voilà, c'est beaucoup plus encadré et donc du coup, bah, effectivement, les gens réfléchissent à deux fois avant d'adopter puisque ça représente quand même de sacrées charges et responsabilités au quotidien. Mm. Alors après, donc sur le côté, dans l'adoption, donc une fois que vous avez fait un travail extraordinaire justement donc de soins ou de socialisation du chien, enfin etc., de reprise en confiance, hein, parce que parfois malheureusement ils arrivent dans des états terribles, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux auditrices ou auditeurs pour que, alors voilà, par rapport à l'adoption, pour que ce soit une adoption réussie, pour que ce nouveau membre de la famille puisse trouver euh, son entièreté donc dans sa place dans cette nouvelle famille, voilà, quelles sont les préconisations que tu pourrais donner pour que ça se passe au mieux et que ça soit un essai transformé et puis que plus jamais cet animal n'ait à subir un autre abandon, dans le meilleur des cas. Nous, au niveau de l'association, dès qu'on a nos animaux, on va passer énormément de temps avec eux. Et on va tester énormément de choses pour savoir leurs ententes, leurs besoins au quotidien, etc. Et donc, quand on va faire une annonce pour présenter l'animal, on va notifier dessus les besoins de l'animal, ce qu'on recherche pour lui. On demande aux gens de remplir un formulaire de demande d'adoption où on leur pose énormément de questions et quand ce formulaire nous revient, ça nous permet en fait de pouvoir regarder si les conditions d'accueil qu'ils proposent peuvent Les correspondre à l'animal, prérequis sont là voilà, ou pas, bien sûr, ou ouais. pas. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va leur faire un retour en leur expliquant que par rapport à ce qu'on recherche pour l'animal et ses besoins, leur situation ne va pas correspondre, mais que par contre, on leur propose, on leur dit on aurait tel animal, tel animal, tel animal qui pourrait correspondre. Donc en fait, je pense que ce qui peut faire qu'une adoption soit réussie, c'est ça, c'est de prendre en compte les besoins de l'animal et les conditions d'accueil que propose la famille. Il faut que tout ça puisse être compatible et ça, c'est nous qui le traitons de manière à ce qu'il n'y ait pas de loupé en réalité. Et ça nous permet de maximiser les chances que cette adoption réussisse dans le temps en fait. Et après, en effet, s'il y a besoin d'avoir un accompagnement par un éducateur canin, Tout eh à bien, ce fait. sera quelque chose de Voilà, prodigué, bien entendu. c'est ça. Nous, on a des éducateurs canins partenaires avec qui on travaille. Donc, de toute façon, les gens sont informés. Si on sait que sur certains chiens, il y a des problématiques, elles sont forcément signalées. Donc, les gens, ils doivent prendre en compte aussi le travail qu'il y a à parfaire après derrière. Et effectivement, ils peuvent être aidés d'éducateurs canins au besoin pour que voilà, ils puissent avancer en étant quand même rassurés. En ayant les bonnes bases en Mm. fait, hein, pour une intégration réussie. Alors après, donc, il y a aussi une autre activité qui est l'activité de pension. Si tu Oui. peux nous en dire quelques mots donc, sur le même site, hein, bien entendu.
Voilà, tout à fait. En fait, en réalité, au tout départ, j'étais partie dans l'optique de ne faire qu'un refuge, et durant mes travaux, il y a une petite dame qui s'est arrêtée et qui m'a demandé si j'allais faire pension. Donc je lui ai expliqué que c'était pas spécialement dans mes projets, et elle m'a expliqué qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'une garde temporaire, pour se faire soigner puisqu'elle avait un cancer et donc des séances de chimiothérapie, et qu'elle n'avait personne pour garder son animal. Donc elle m'a donné à réfléchir sur le fait que, pour éviter les abandons, ça serait bien quand même d'avoir une solution de garde temporaire, donc pour les gens qui ont besoin, suite à des hospitalisations, des problèmes, par exemple de logement. Ça nous est arrivé, hein, d'accueillir des chiens où les propriétaires avaient des soucis de logement, le temps de retrouver un logement qui soit adapté, etc. Et puis pour éviter les abandons, en fait, hein, tout simplement que les gens puissent avoir une solution de garde pour partir en vacances. Et donc ça m'a fait me remettre en question, et voilà pourquoi la partie pension est née. Et moi, pour ma part, du coup, sur place, on a une partie refuge, on a une partie pension, et c'est super parce qu'on a du coup des chiens qu'on fait adopter sur la partie refuge, qu'on revoit sur la partie Ouais, ça pension, c'est super ça. revenir en vacances, et du coup, on est super heureux de les revoir, et on est content que quand ils reviennent, ils soient contents de revenir. On se dit que malgré ce qu'ils ont vécu, c'est quand même chouette qu'ils soient heureux de revenir avec nous. Et puis également, on sait aussi que les gens qui vont découvrir la partie refuge alors qu'ils pensent venir que sur une pension, ils vont parfois avoir envie d'adopter, parfois nous aider aussi par le biais de dons, parce qu'ils trouvent l'idée géniale. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de créer la pension. Donc une pension qui est fortement à recommander, hein, puisque pour avoir été moi-même bénévole quelques mois, et bien voilà, ils sont sortis 2 fois par jour, ils bénéficient vraiment donc de conditions et d'attention toutes particulières, ce qui est vraiment, voilà, un lieu vraiment, très recommandé, je vous recommande du moins vivement. Alors, donc pour les gens qui n'ont pas la chance d'être sur ton secteur géographique, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils par rapport au choix de la pension? Puisque malheureusement, certains ont déjà eu des expériences pas très positives dans ce domaine, mais quels sont les points eh bien, sur lesquels il faut être vigilant par rapport à ça? Et aussi, est-ce que finalement ça peut être intéressant d'abord de faire un test une demi-journée, une journée avant de passer sur un séjour long? Voilà, est-ce que tu as des petits conseils justement eh bien, pour faire en sorte que cette expérience soit la plus réussie possible et que les propriétaires aussi soient les plus détendus, bien sûr, hein, lors de l'éloignement avec leurs membres de la famille, à quatre pattes. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été très étonnée puisque forcément, en montant le refuge, enfin moi j'étais vraiment dans le bien-être animal, la protection des animaux, et faire en sorte que ils soient bien ici, puisque du coup c'est une petite structure, hein, et que le but c'était de pouvoir être une transition et pouvoir leur apporter des soins, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de sorties, puisqu'on fait pas mal de balades en forêt, etc. Et sur la partie pension, du coup, on a mis en place le même système de prendre énormément soin des animaux durant les séjours où on les a en garde, en fait, hein. Et c'est vrai que j'ai été très surprise parce que lors des premières gardes que j'ai eu des clients qui m'expliquaient que leurs animaux avaient été dans des pensions auparavant, et où ils avaient vécu des séjours traumatisants. Et moi, je le voyais même sur l'animal qui arrivait et qui ne connaissait pas, mais qui, juste à la vue d'un bâtiment et d'entendre d'autres chiens se mettait à baver. Enfin, c'était terrible en fait de voir des animaux traumatisés comme ça. Donc là, j'ai pu comprendre qu'effectivement, il y avait des pensions où ça pouvait ne pas bien se passer. Moi, je dirais que de ce que j'en ai, qui ressort du moins des clients qui m'ont expliqué les mauvais séjours qu'ils avaient pu passer avec des pensions qui s'en occupaient pas très bien, c'était qu'en général, quand ils demandent à visiter, on leur dit non. Ah, ok. Donc, il faut savoir qu'une pension qui vous interdit de venir visiter, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, c'est bizarre. Moi, j'ai des gens qui m'appellent et qui me demandent s'ils peuvent visiter avant de valider un séjour. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. Donc ça, je pense que c'est déjà la première chose. Je pense aussi qu'on peut se renseigner un petit peu, peut-être sur les avis internet aussi, Oui, sur voilà, Google, des choses voilà, comme c'est ça, ça. ouais, ouais. Et puis, sur la communication, ne serait-ce que sur leurs réseaux sociaux, sur tout ça, sur les photos, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent ressortir aussi. Voilà, bien prendre les renseignements, bien prendre aussi en compte le fonctionnement, c'est-à-dire leur demander comment se passe une journée type. Nous, par exemple, Mhm. ici, quand les gens m'expliquent, je leur dis, voilà, on a 2 balades en forêt matin, après-midi, plus du
du temps qu'on passe avec les animaux dans les parcs de détente. Voilà, faut tout prendre en compte, il faut bien se renseigner avant. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Moi, pour ma part, je leur fais des balades en forêt parce que je sais que les animaux en ont besoin. C'est-à-dire que juste des sorties dans un petit parc ou une petite cour, pour moi, ça suffit pas. Après, voilà, chaque pension fait bien évidemment comme elle peut, hein, mais Oui. moi, pour moi, c'est vrai que j'ai la possibilité de pouvoir le faire parce qu'on a la forêt juste en face et je trouve que c'est quand même très important de pouvoir le faire. Voilà, et puis tu m'as demandé Oui, quoi alors d'autre? par exemple, pour un animal qui a eu des expériences traumatisantes par le passé ou qui n'a jamais fait l'expérience aussi de quitter ses maîtres, hein, est-ce que ça pourrait être intéressant de faire un test sur une demi-journée, et puis peut-être une journée complète ou un week-end, Mm. avant de se lancer tout de suite sur un séjour de plusieurs jours, en lien avec un départ en vacances par exemple, pour Complètement, voilà. complètement. Alors moi personnellement, c'est quelque chose que je demande quand on a des nouveaux clients qui nous appellent. Je leur demande, voilà, est-ce que votre animal a déjà été gardé en pension? Si oui, dans quelle pension? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et puis en fonction d'eux, j'avise par rapport au tempérament de l'animal, des expériences passées aussi. Et puis bon, quand on a des gens qui nous appellent et qu'effectivement c'est une première garde et qui n'ont jamais laissé à garder leurs animaux nulle part, en fonction du tempérament de l'animal, c'est surtout ça. Donc ça, c'est des questions que moi je vais demander quand les gens m'appellent pour réserver une garde. Si on me dit que le chien a souvent tendance à être un peu anxieux lorsque les maîtres ne sont pas là, à faire vraiment preuve d'hyperattachement ou d'hypersensibilité, tout ça, oui, effectivement, moi je recommande de faire une demi-journée ou une journée d'adaptation, voire en faire plusieurs avant la garde définitive qui va être des fois un peu plus longue. Quand ils m'appellent souvent, ça va être on a besoin de faire garder notre animal 2 semaines ou 3 semaines. C'est bien qu'on puisse s'y prendre à l'avance de manière à pouvoir faire une journée d'adaptation. Parce que la journée d'adaptation va permettre à l'animal d'arriver dans les locaux, de prendre du coup connaissance des lieux et de ne pas être perdu la prochaine fois où il reviendra dans un lieu qu'il ne connaît pas, où il va rester très longtemps. Et puis aussi de pouvoir en fait connaître finalement les personnes qui vont s'occuper de lui à la pension. Ça, c'est quelque chose de très très important pour tous les animaux qui doivent aller en garde, ce qui fait que l'animal va juste à la fin de cette journée-là se dire je suis arrivé là, j'étais un peu perdu, on s'est bien occupé de moi, c'était sympa, je connais les lieux. La fois d'après, quand il revient, en général, il est vachement plus détendu parce que ses maîtres sont venus aussi le récupérer en fin de journée. C'est ça. Donc, il a aussi compris que On venait le chercher. on venait le chercher. Et ça, C'était un c'est super centre de loisirs, mais surtout, voilà. on vient me chercher. Ça, c'est quelque chose d'important pour les animaux qui peuvent être un peu anxieux d'avoir cette assurance de dire on revient me chercher, quoi. Eh bon, bah écoute, je sais pas si tu as encore d'autres sujets que tu voudrais aborder. En tout Mm. cas, ce fut très intéressant. Merci beaucoup pour le temps Merci à imparti. toi. Et nous vous souhaitons une très belle semaine.